Merci. La parole est à Madame Virginie Duby-Muller. Monsieur le Premier ministre, vous avez confirmé hier une prime supplémentaire de 800 € pour les enseignants du premier degré, ce qui représente un alignement sur la prime que perçoivent leurs collègues du second degré. C'est évidemment une bonne nouvelle pour les 330 000 professeurs des écoles concernées dont les salaires sont faibles. Mais c'est une moins bonne nouvelle pour nos finances publiques puisque cela représente une dépense supplémentaire de près de 300 millions d'euros, bien sûr non financée. C'est vrai qu'en matière éducative, le gouvernement est passé à côté de son quinquennat. Et vous méritez un zéro pointé. Nous avons eu la coûteuse réforme des rythmes scolaires qui réunit la contestation des enseignants, le ras-le-bol des maires et qui est inadaptée pour nos enfants. Nous avons eu aussi la réforme du collège qui soulève une contestation significative des acteurs concernés. Vos assises de la refondation pour l'école consistaient d'ailleurs uniquement en un exercice d'autosatisfaction. Cette prime ressemble donc à un barreau d'honneur pour sauver une partie de votre électorat. En réalité, ce n'est qu'un paquet de plus dans votre grand sac de cadeaux électoraux depuis le début de l'année, avec la hausse du point d'indice des fonctionnaires, le plan de formation des chômeurs, le plan exceptionnel de soutien à l'élevage, le plan en faveur de la jeunesse, le fonds de soutien en faveur des intermittents du spectacle. Au total, c'est plus de 5 milliards d'euros de cadeaux catégoriels annoncés qui ne sont en aucun cas financés. Quel Français peut se permettre de dépenser ce qu'il n'a pas? Vous le faites, Monsieur le Premier ministre, et le chéquier que vous partagez avec le Président de la République n'a visiblement pas de limite. Et, cerise sur le gâteau électoral, vous préparez même une baisse d'impôts pour 2017, alors que les Français paieront dans le même temps et pour la première fois plus de 1 000 milliards d'euros de prélèvements obligatoires. Cette nouvelle annonce n'est finalement que la tentative désespérée de reconquérir l'opinion, mais les Français ne sont pas dupes. Monsieur le Premier ministre, ouvrir les vannes avant les élections est une vieille manœuvre. Ne croyez-vous pas qu'après 4 ans de matraquage fiscal et d'espoir déçu sur tous les pans de votre politique, la ficelle est un peu grosse? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Madame la députée Virginie Duby-Muller, je vous réponds bien volontiers parce que je crois que c'est en effet l'occasion d'ouvrir un débat. Et donc le gouvernement fait des choix, et des choix justes, et des choix que nous assumons et que je veux assumer pleinement en vous répondant. Oui, nous avons choisi d'augmenter l'indemnité annuelle de suivi et d'accompagnement des élèves, des enseignants du primaire de 800 € net dès la rentrée prochaine. Je l'ai annoncé hier, Madame la ministre de l'Éducation nationale vient d'en rappeler les modalités. Et nous assumons ce choix parce que, Madame la députée, les enseignants de ce pays méritent d'être pleinement respectés et soutenus dans leur mission essentielle. Alors, mettez-vous d'accord avec vous-même. Soit on les respecte et on les augmente, soit on ne les augmente pas et on ne les respecte pas. Mais il faut faire un choix qui soit clair. Et nous avons tenu parole en agissant pour que l'éducation nationale redevienne en 2015, avec 65 milliards d'euros, le premier poste budgétaire de l'État. Et nous avons tenu parole en engageant la création de 60 000 postes couvrant tous les métiers de l'éducation nationale, alors que vous, et ça a déjà été rappelé hier, vous avez supprimé au cours du quinquennat précédent 80 000 postes d'enseignants. Nous avons choisi en effet, Madame la députée, de revaloriser de 1,2 point d'indice des fonctionnaires. Et je le dis clairement, là aussi, ils ont, depuis 6 ans, largement contribué à l'effort de redressement national. Et c'est une considération légitime pour ces agents qui assurent au quotidien l'accessibilité et la qualité du service public, souvent au plus près des Français. Alors là aussi, Madame la députée, moi je suis prêt au débat avec ceux qui considèrent que l'État et les services publics sont indispensables pour la cohésion nationale et ceux qui, comme vous, proposez la suppression de 300 000 fonctionnaires. Ce débat doit avoir lieu devant le pays. Nous avons choisi, Madame la députée, de consacrer, oui, 600 millions d'euros dans la formation des chômeurs, parce que nous voulons tout faire pour l'emploi. Oui, Madame la députée, nous assumons, et alors dites que vous n'êtes pas d'accord, le fait d'avoir, pour soutenir les agriculteurs, décidé d'engager 1,3 milliard. Êtes-vous d'accord, oui ou non?
c'est un débat. Et d'une manière générale, Madame la députée, il ne s'agit pas de cadeaux. Quelle vision, quel mépris, et des agriculteurs, et du service public, et des enseignants, et des fonctionnaires en général, quand on parle de cadeaux, électoralisme. Ce pays, la France, s'est construit, et sa colonne vertébrale est ainsi faite, avec un État, avec des services publics, mais ça n'est pas des incarnés. Ce sont des hommes, des femmes, des agents qui travaillent pour l'intérêt général et pour les Français. Et vous avez oublié de citer, mais c'est assez curieux et assez intéressant, l'effort engagé notamment par le ministre de l'Intérieur pour soutenir les policiers et les gendarmes, dont l'un de vos collègues parlait il y a un instant. Policiers et gendarmes qui viennent de bénéficier d'une augmentation non seulement de moyens humains, 9 000 postes créés au cours de ce quinquennat, alors que vous, et c'était rappelé par Bernard Cazeneuve, vous en avez supprimé 13 000. Mais non seulement il y a ces moyens humains, non seulement il y a soutien matériel, mais il y a là aussi une augmentation de leur régime indemnitaire et nous l'assumons, cela représente en effet 800 millions d'euros. Ça n'avait jamais été fait et la plupart des syndicats le soutiennent. Alors oui, Madame la députée, j'assume et nous assumons ces choix et le ministre des Finances y reviendra tout à l'heure. Nous le faisons avec les économies nécessaires. Vous proposez la suppression de 300 000 postes de fonctionnaires, vous proposez des économies qui ne pourront être financées que par des augmentations d'impôts, alors que nous baissons les impôts et si nous pouvons continuer, nous le ferons ainsi. C'est ça, la solidarité et le sérieux budgétaire. Je vous attends dans un vrai débat aujourd'hui et demain. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Philippe Naillet. Oui, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Madame la ministre, la Réunion est sous la menace d'une épidémie de dengue. Alors que la saison chaude touche à sa fin, 146 cas de dengue en 4 mois, dont 26 cette semaine, ont été annoncés par l'Agence régionale de santé. Malgré l'arrivée de l'hiver austral, la circulation virale risque de se poursuivre et engendrer une augmentation massive du nombre de cas au retour de l'été. Et ce qui retient le plus l'attention, c'est le changement de rythme de la contamination. Nous sommes passés de 10 cas par semaine à plus de 25 cas. Chacun a encore en mémoire les conséquences terribles de l'épidémie du chikungunya de 2005. Des conséquences sur le secteur touristique avec des centaines d'emplois supprimés et une baisse durable de la fréquentation de notre île. Des conséquences économiques difficiles avec 10 000 employés qui ne pouvaient plus se rendre au travail. Et malheureusement des conséquences humaines dramatiques avec pas moins de 258 morts. Cette épidémie avait été sous-estimée par les autorités de l'époque. Si la dengue n'est pas le chikungunya, nous devons néanmoins tirer les enseignements de 2005. Aujourd'hui, la population est mobilisée, bien sûr, pour lutter contre les points d'eau stagnantes, pour apporter une protection particulière aux enfants, aux seniors, des gestes connus, mais qu'il faut expliquer pour qu'ils soient mieux appliqués. Nous devons bien sûr renforcer la connaissance, la surveillance et la préparation de la réponse à apporter face aux risques d'introduction et de diffusion des maladies vectorielles. Nous devons bien sûr renforcer l'indispensable expertise locale et renforcer également la coopération régionale en matière de santé avec les autres îles avoisinantes. Mais néanmoins, Madame la Ministre, ce que la population réunionnaise attend aujourd'hui, c'est de savoir quelles mesures comptez-vous mettre en place pour éviter une épidémie de grande ampleur sur le territoire de la Réunion. Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Philippe Naillet, je veux tout d'abord vous souhaiter la bienvenue dans cet hémicycle que vous avez rejoint à l'occasion de l'entrée au gouvernement de Erika Barreitz. Vous avez raison, Monsieur le député, de rappeler que la Réunion a été confrontée au cours des 10 dernières années, un peu plus, à des épidémies importantes, la dengue, le chikungunya, qui ont marqué douloureusement la population, mais qui, dans le même temps, ont provoqué une véritable expérience et une véritable compétence dans cette île. Et je veux saluer le travail très remarquable qui est mené par les collectivités, les professionnels de santé, les hôpitaux et les agences de l'État sur place. C'est vrai que depuis la fin de l'année dernière, nous constatons une remontée de l'activité de la dengue à La Réunion, activité qui s'est intensifiée au mois de mars dernier
avec, vous l'avez dit, 146 nouveaux cas. En lien donc avec la préfecture et l'agence régionale de santé, nous avons adressé des messages de prévention à la population et nous avons mobilisé l'ensemble des secteurs de la lutte antivectorielle. Depuis le début de l'année, ce sont 6 000 visites à domicile qui ont été réalisées et je peux vous l'annoncer, monsieur le député, nous sommes prêts à renforcer ces moyens par l'envoi de professionnels du service d'urgence sanitaire, les PRUS, de la nouvelle agence Santé publique France. Par ailleurs, vous le savez, le Sanofi a mis sur le marché dans certains pays un vaccin contre la dengue. Ce vaccin n'est pas encore accessible en France, mais si la situation l'exige, nous examinerons les conditions d'une mise à disposition anticipée de ce vaccin à La Réunion. Nous sommes mobilisés aux côtés de La Réunion, monsieur le député. Merci. La parole est à monsieur Claude de Ganay. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, à défaut d'aller mieux ou d'être en marche, la France constate tristement vos échecs, vos promesses révolues et les déclarations contradictoires au sein même de votre gouvernement. Quoi de mieux pour illustrer cet état de fait que la récente déclaration du chef de l'État concernant la réduction arbitraire de la part du nucléaire dans notre mix énergétique de 75 à 50% d'ici 2025. La fermeture programmée d'une partie du parc nucléaire n'interviendra finalement qu'après avis rendu par l'autorité de sûreté nucléaire à la fin de l'année 2018. Comment qualifier ce report, si ce n'est un enterrement en bonne et due forme d'une promesse de campagne inconséquente? Malgré les avertissements des professionnels du secteur et les vives mises en garde venant de notre banc, vous avez persisté dans cette direction, fragilisant durablement la troisième filière industrielle française. Comment ne pas relier les difficultés d'EDF, d'Areva et des nombreuses entreprises sous-traitantes à cette décision qui relève d'une faute stratégique majeure? Je n'ose imaginer que vous n'étiez pas conscient que cette réduction viendrait à menacer plus de 40 000 emplois directs et mettre à mal une activité économique essentielle pour nos territoires ruraux, déjà durement affectés par la crise économique. Rénover notre industrie nucléaire est une nécessité, je vous l'accorde, mais la précipiter vers sa fin ne serait que dogmatisme. Monsieur le Premier ministre, profiterez-vous de ce report pour redéfinir une politique énergétique d'avenir fondée sur un mix énergétique pragmatique et ainsi stopper l'hémorragie qui remet en cause la crédibilité du nucléaire tricolore, une crédibilité indispensable. La parole est à monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député, je veux d'abord vous annoncer une nouvelle. Ce que le Président de la République a en effet confirmé la semaine dernière, c'est un engagement de campagne, c'est ce qui a été traduit dans la loi de transition énergétique et c'est ce qui sera mis en œuvre. C'est précisément la réduction de la dépendance du mix énergétique français à l'égard du nucléaire. Et quand on regarde les exemples internationaux, entre autres l'exemple japonais, c'est une bonne chose. Mais c'est le faire en bon ordre et au bon rythme. C'est-à-dire précisément avec une programmation qui sera présentée d'ici l'été, sans sacrifier des emplois, sans fragiliser notre souveraineté énergétique. Et c'est ce qui a été confirmé par le Président de la République, ce que Ségolène Royal également avait pu dire, parce qu'on ne ferme pas une centrale du jour au lendemain. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, et j'entends les déclarations d'amour parfois tardives à l'égard du nucléaire français. Le nucléaire français, il ne suffit pas de l'aimer. Il faut bien l'organiser, il faut le protéger, il faut le prévoir, il faut avoir une politique de long terme, c'est-à-dire une politique industrielle. Et c'est bien ce que fait ce gouvernement dans le cadre d'une pratique responsable. Oui, monsieur le député, je suis au regret de vous le dire, parce que les difficultés qui existent aujourd'hui, chez Areva, chez EDF, qu'on trouve parfois sur certains sites industriels, j'étais encore en début de semaine au Creusot, ça n'est pas le résultat de la transition énergétique, c'est le résultat d'un marché nucléaire mondial qui s'est profondément transformé après Fukushima.
C'est le résultat d'un marché énergétique qui a été profondément bousculé par le gaz de schiste. Et c'est le fait que l'État a été un actionnaire et un stratège défaillant pendant plusieurs années, en prélevant essentiellement des dividendes et en considérant qu'il